Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Ricot réalisée par Evelyne Frémy. Le sacrifice de ma vie a été et sera pour mon roi et ma patrie. Celui de mon honneur ne sera pour personne. L'agent secret dont nous allons compter les exploits n'aurait pu mener ses intrigues en un autre siècle qu'en ce 18e siècle où il naquit, non plus qu'en un autre pays qu'en cette France raffinée et spirituelle qui était le royaume de Louis le Bien-Aimé. Ce héros, en son adolescence, ne ressemblait-il pas avec ses beaux yeux bleus rieurs, ses blonds et abondants cheveux, son menton volontaire, son grand front, son teint transparent, sa taille fine, son port fier et son air impertinent, à une figurine de cette porcelaine de la manufacture de Sèvres sur laquelle la marquise de Pompadour étendait sa protection tout en s'occupant de politique? Et n'était-il pas comme le frère jumeau du jeune séducteur, du grand libertin qui sortirait quelques années plus tard de l'imagination de Louvet de Couvray sous le nom du chevalier de Faublas? C'est pourquoi je commencerai, à la manière du premier chapitre des Amours du chevalier de Faublas, ce récit qui, bien qu'il puisse vous sembler extravagant, n'est autre que le récit des véritables aventures de notre étonnant agent secret. Veuillez écouter aujourd'hui le petit Déon agente ou agent secret. Première partie, à la cour de la tsarine Élisabeth, avec Jean-Pierre Leroux et la participation de Jacques Levron. On m'a dit que mes aïeux étaient considérés dans leur province, dont Tonnerre était le chef-lieu, ville où je naquis le 5 octobre 1728. Ils y avaient toujours joui d'une fortune honnête, due au commerce des vins, et d'un rang distingué. Mon père, Louis Déon de Beaumont, avocat au Parlement et conseiller du roi, me transmit leur noblesse sans altération. Ma mère me voua à la Vierge et m'habilla en bleu. Je n'avais pas 13 ans lorsque mon père décida de montrer la capitale à un fils, pour l'éducation duquel il lui sembla que le collège de Mazarin serait le lieu le plus propice. J'obtins, le 9 août 1749, avec dispense d'âge, mes diplômes de licencié en droit canon et droit civil, et je m'inscrivis comme avocat au Parlement. J'étais jeune, mais le travail, en éclairant mon esprit, avait déjà affermi mon cœur. Je comprenais que l'homme apprend par les souffrances à marcher seul, à se conduire lui-même et à gouverner les autres. Cette dernière phrase, le chevalier Déon l'écrira une vingtaine d'années plus tard, alors qu'effectivement, il aura subi souffrances et épreuves. Il aura appris à marcher seul, mais aura-t-il su gouverner les autres? En 1750, il n'est encore qu'un orphelin de père, mais d'un caractère si enjoué, d'une intelligence si vive, d'une grâce si charmante qu'il est fêté dans les salons, où il brille non seulement par ses dons mondains, mais aussi par ses qualités de bretteur, une des plus fines lames du royaume, et de brillant cavalier, mais aussi par le sérieux de sa plume. Ne vient-il pas d'écrire Essai historique sur les différentes situations financières de la France sous Louis XIV et sous la régence du duc d'Orléans. En 1755, le prince de Conti, chef du secret du roi, ou service de la diplomatie secrète, très secrète de Louis XV, fut amené à parler du jeune homme à Sa Majesté. Non seulement, mon cher cousin, je ne m'oppose pas à ce que vous acceptiez à la mort d'Auguste III cette couronne de Pologne que des gentilshommes de ce pays sont venus vous offrir, mais je souhaite vivement votre élection au trône de Varsovie. Celle-ci donnera un chef à la coalition que nous avons en secret préparée avec la Pologne, la Suède et la Turquie. Il est bien évident, sire, que je ne verrai ma candidature au trône de Pologne couronnée de succès que si la Russie y consent, ou tout au moins ne s'y oppose pas. Et cela semble pour l'or fort douteux. La tsarine Élisabeth, bien qu'elle nous ait marqué autrefois le plus grand intérêt,
et qu'elle nous ait envoyé il y a 2 ans cet émissaire, le négociant Michel, pour nous faire connaître qu'elle aimerait reprendre des relations avec nous. Et, ne l'oubliez pas, Conti, l'allié de l'Autriche et de l'Angleterre, puissance qui verrait d'un fort mauvais œil un prince français sur le trône de Pologne. Ne pensez-vous pas, sire, que votre majesté pourrait reprendre contact avec l'impératrice de Russie? Je sais que l'entreprise semble impossible depuis que notre ambassadeur, le marquis de la Chétardie, a été reconduit aux frontières il y a 11 ans. Quant au chancelier Bestouchev, gagné, dit-on, par l'or du chevalier Williams, l'ambassadeur d'Angleterre, il est si fort l'ennemi de la France qu'hormis quelques marchands de mode, aucun Français ne peut entrer en Russie sans risquer d'y perdre la vie. Ou la liberté. Notre grand dessein, mon cousin, qui est de distendre un peu les alliances de la Russie avec l'Autriche et l'Angleterre, risque bien de ne jamais avoir le plus petit commencement de réalisation, faute d'un messager qui parvienne jusqu'à la tsarine Élisabeth. Sire, pourrais-je vous faire une suggestion? Je vous écoute, mon cousin. Je vous sais de grande intelligence et d'imagination fertile. Puisqu'il ne faut point penser à un diplomate pour se rendre à Saint-Pétersbourg, et qu'on ne peut confier pareille mission à un personnage de rang médiocre, qu'en outre, le fait d'être français rendrait l'homme choisi, quel qu'il fût, suspect. Il ne reste qu'à trouver un homme de qualité, dévoué au service de votre majesté, et qui fût d'une race autre que la française. Oh, ça, mon cousin, mais vous rêvez. Une telle personne n'existe point. Je n'oserais abuser votre majesté. Cette personne est de mes amis, et n'est autre que le chevalier Mackenzie Douglas, dont vous avez, sire, sans nul doute entendu parler. Ce Douglas, n'est-il cet Écossais dévoué aux Stuarts, qui autrefois accompagna le prétendant dans ses tentatives? Il s'agit bien de lui. Il m'est tout acquis, et vous une haine mortelle aux Anglais. Il possède un grand courage, une volonté opiniâtre, et un désir ardent de se signaler. Voilà qui pourrait convenir. Mais il est hors de propos de lui faire tenter pareille aventure. Seul. Vous avez raison, sire. Il faut à Douglas un compagnon, de bonne ou de mauvaise fortune. Un compagnon qui puisse nous faire annonce des événements s'ils viennent à mal tourner pour Douglas. J'y ai pensé également. Vous tiendriez aussi cet autre personnage, Conti? Il est également de mes amis. Il fait partie du cabinet de l'intendant de la Généralité de Paris et a hérité, malgré son jeune âge, de la fonction de censeur royal pour l'histoire et les belles lettres qu'exerçait son oncle. Il s'agit du chevalier Déon de Beaumont, un jeune gentilhomme qui possède les qualités d'intelligence, de finesse et d'audace, susceptibles de faire réussir la mission qui lui sera confiée. Par ma foi, Conti, vous vous contredisez. Ce chevalier Déon est bien français. Ah, certes. En ce cas, il ne peut pénétrer en Russie. En tant que chevalier Déon, il ne le peut, il est vrai. Mais en tant que nièce du chevalier Douglas, c'est différent. En tant que... Vous voulez dire... Oui, votre majesté. Déon passera les frontières habillé en femme. La supercherie sera découverte. Le pauvre garçon sera pendu. Je ne le pense point, car il est si gracieux, de si jolies tournures et de poils si rares que parfois, ayant revêtu la robe à panier pour une mascarade, il nous a tous abusés sur son sexe. Mais je n'aime point trop cela. Ne vous méprenez pas, sire. Le chevalier Déon est de mœurs irréprochable. Si c'est être irréprochable que de ne point avoir de liaison féminine, ou autre. Eh bien, soit. Si vous vous portez garant de ce chevalier Déon, je vous autorise, mon cousin, à le prévenir d'avoir à exécuter nos ordres secrets sous peu de temps. Avisez-le également d'avoir à ne point se tromper de rôle dans notre comédie. Sinon, il pourrait le regretter. Tercier, premier commis au ministère des Affaires étrangères qui appartenait au secret du roi, fut chargé, avec le chef de ce secret, le prince de Conti, de transmettre les ordres de Sa Majesté au chevalier Mackenzie Douglas et au chevalier Déon, ainsi que d'équiper ce dernier. Lia. Eh bien, répondez, Lia. Mais qui... moi? Bah oui, vous, mademoiselle Lia de Beaumont. Ma chère et jolie nièce, il faut vous habituer à me répondre, sinon votre travestissement sera découvert dès le départ de la chaise de poste, ou la halte, à la première auberge où nous nous restaurerons et où nous coucherons. Mais pas le sang bleu, mon oncle. Laissez-moi un peu de temps pour m'habituer. N'oubliez pas aussi, ma chère de Beaumont, qu'une jeune fille ne saurait jurer.
Quant au temps pour vous faire à votre personnage, vous n'en avez guère. L'apoplexie du roi de Pologne peut le faire trépasser d'une heure à l'autre. Il faut que Sa Majesté ait pu s'entendre avant sa disparition avec la tsarine au sujet de ma candidature. Vous devrez, dans ce but, chevalier, approcher l'impératrice Élisabeth et lui remettre, dans le plus grand secret, une lettre du roi. Une lettre de Sa Majesté sur moi? Mais c'est impossible. Au premier soupçon, à la première fouille, on la trouverait. Cela est bien évident. Aussi ai-je fait préparer ce livre, qui ne devra jamais vous quitter. L'esprit des lois de Monsieur de Montesquieu. Bien que j'apprécie fort l'ouvrage et l'auteur, n'est-ce pas là lecture bien sérieuse pour une jeune fille? Nul ne s'en étonnera, les étrangers savent que les femmes de France, en notre XVIIIe siècle, veulent avoir des lumières sur tout. Et puis, ce livre convenait parfaitement pour ce à quoi nous le destinons. Qu'a-t-il donc de particulier? Il me semble bien ordinaire. Voilà qui est parfait. Apprenez, chevalier, que la couverture de ce livre a été décollée, et qu'entre les deux cartons de cette couverture, on a glissé la lettre de Sa Majesté. Puis, on a replié les bordures de la peau de veau, collé dessus la feuille de papier marbré, et mis le tout sous la presse pendant un jour. Même un relieur ne devinerait pas le secret. Vous devrez opérer de même, Déon, si vous nous rapportez une réponse de la tsarine. Et pour vous, chevalier Douglas, voici ma tabatière d'écailles. Le double fond contient un mémoire qui vous servira d'instruction pour votre itinéraire et votre séjour en Russie. Vous devez paraître voyager avec votre nièce, pour votre santé, votre amusement. Et à Saint-Pétersbourg, vous vous informerez tous deux le plus secrètement possible des troupes qui doivent être fournies à l'Angleterre, de l'état de la flotte russe, du nombre de ses vaisseaux, de ses finances, de son commerce. Je me permets d'ajouter que vous devrez vous informer également du crédit des favoris de l'impératrice, tant pour ses affaires que pour ses plaisirs. Cela vous sera peut-être plus facile à connaître, mademoiselle Lia de Beaumont, qu'au chevalier Douglas. Non. Les femmes n'adorent-elles pas se conter ces sortes d'histoires? Vous avez sans doute raison, monsieur Tercier, mais ce n'est qu'à mon retour que je pourrai vous dire si vous êtes dans l'erreur ou non. Essayez surtout de connaître quelles sont les vues de la Russie sur la Pologne et les sentiments de l'impératrice pour la France. Enfin, tout ce qui peut intéresser le service ou la curiosité de Sa Majesté. Bien sûr. Pour nous aviser de vos recherches, vous vous servirez d'un langage allégorique, très court, dont le détail est contenu dans la cachette de la tabatière et dont le chiffre sera des achats de fourrure. Ainsi, le renard noir signifiera le chevalier Williams. La phrase « les martres zibelines diminuent de prix » signifiera que le crédit du chancelier Bestouchev est en diminution, enfin, etc., etc. Et si l'on pense qu'il est temps de revenir, on vous écrira que l'on a trouvé en France un manchon, et que par conséquent on vous prie de n'en point acheter. Avez-vous compris, Déon, le système? Ah, fort bien. Et j'avoue que tous ces secrets, cachettes, chiffres, travestissements me divertissent et m'amusent au plus haut point. Fort bien. Je ne doute point que vous serez habile dans leur emploi. Êtes-vous satisfait de votre trousseau? Je le suis fort, monseigneur. Il est de qualité et certaine robe de moire rose à ramage blanc fera son petit effet, je n'en doute pas, à la cour de la tsarine Élisabeth. Le ciel vous entende et vous y conduise sans incident, mon jeune ami. Et que vous en reveniez de même, chevalier. Oui. Pardon, je veux dire mademoiselle Lia de Beaumont. Et voilà. Ce fut le chevalier Douglas qui revint le premier. Ayant cru en effet habile d'aller se présenter en tant que sujet anglais à l'ambassadeur William, celui-ci eut au fait de le soupçonner et Douglas dut quitter rapidement Saint-Pétersbourg, mais il y oublia sa charmante nièce, devenue la compagne des demoiselles d'honneur de l'impératrice. Lia de Beaumont fut-elle introduite dans leur cercle au palais d'été par le vice-chancelier Vorontzov, ennemi juré de Bestouchev et partisan de la reprise des relations avec la France? Devint-elle lectrice de la tsarine qu'elle aurait beaucoup amusée, ainsi que certains le prétendent? Revint-elle, ou plutôt revint-il en France, en emportant cette fois dans la reliure de l'esprit des lois une lettre de l'impératrice destinée à Louis XV et exprimant le désir de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays? Rien ne permet de l'affirmer. La seule preuve que l'on puisse avoir de ce premier séjour du chevalier Déon en Russie, habillé en femme, que certains considèrent comme une légende, est le fait que très officiellement cette fois,
le chevalier Douglas repartait pour la Russie le 20 juin 1756, soit moins d'une année après avoir été obligé de s'en enfuir. Il était porteur de lettres qui l'accréditaient comme envoyé du roi de France auprès de l'impératrice, ainsi que son secrétaire, le chevalier Déon. Lequel chevalier n'était autre que le frère jumeau de cette Lia de Beaumont, qui avait ravi la cour de Russie par sa grâce, sa gaieté, son intelligence et son élégance. Dons et attraits que le frère semblait posséder en aussi grand nombre que sa sœur, et qui lui ouvrirent de même les salons et les cœurs. Mais ses talents diplomatiques, ou plutôt ses activités d'agent secret du roi de France, lui valurent d'acquérir rapidement de dangereux ennemis. Mettez-vous contre le mur, Douglas. On tire sur nous. Vous n'êtes pas blessé, Déon? Non. Et vous, Douglas? Moi non plus. Mais je suppose que les balles que vient de recevoir la tapisserie de mon salon nous étaient destinées à tous deux, plutôt qu'à elle. Je le pense aussi. Ah, le péril semble passé maintenant. Allons dans mon cabinet. Les volets en sont toujours clos le soir. Venez, asseyons-nous. Et parlons de nos affaires en buvant la bouteille de votre excellent vin de tonnerre que mon valet a eu la bonne idée de nous préparer. Cela nous mettra de nos émotions. Merci. À vrai dire, je n'ai pas été très étonné. J'avais été le premier informé du projet de Bestouchev de nous faire supprimer. Vous, moi et notre ami le négociant Michel. Puisque ce soir les hommes du Chancelier ont tenté de le faire, c'est le signe que nos affaires sont bien près de leur conclusion. Nous n'aurons pas épargné nos efforts pour cela. Michel, en obligeant les familiers de la cour qui sont ses clients, moi, au cours de mes audiences officielles, et vous, mon petit Déon, d'une façon plus discrète, mais combien efficace. Ah, il semblerait en effet que mes caisses de Bourgogne et de Champagne soient fort appréciées. Sérieusement, chevalier Douglas, je crois que nous pourrons sous peu annoncer à Sa Majesté que la tsarine Élisabeth accepte de joindre son alliance à celle signée par la France et l'Autriche le 1er mai 1756. Vous avez raison. L'impératrice Élisabeth semble gagner totalement à cette alliance. Ne m'a-t-elle pas déclaré hier « Je ne veux ni tiers, ni médiateur dans ma réunion avec le roi de France. Je ne lui demande que vérité, droiture et une parfaite réciprocité dans tout ce qui se concertera entre nous. » Voilà un vœu qui me semble bien difficile à réaliser dans l'état actuel des alliances de l'Europe. Que voulez-vous dire, Déon? Que la France est l'alliée de la Pologne et de la Turquie. Or, les troupes de l'impératrice Élisabeth, pour secourir l'électeur de Saxe, sont prêtes à traverser la Pologne qu'elles ravageront pour leur ravitaillement. Et peut-être cela déclenchera aussi un conflit entre la Russie et la porte ottomane. La France serait contrainte par une longue tradition d'alliance à soutenir les Turcs, ainsi que l'Autriche d'ailleurs. C'est exact. En principe. Car le comte Esterhazy m'a avoué que l'Autriche renonçait à soutenir la Turquie. Et il m'a conseillé de ne point retarder l'accord de la Russie et de faire une concession secrète à celle-ci. Mais vous m'inquiétez, Douglas. Je vous avoue que c'est avec amertume que je consentirais à adjoindre au traité d'alliance entre la France et la Russie une clause secrètissime. Et que contiendra cette clause? La promesse qu'en cas de guerre entre la Russie et les Turcs, la France enverrait des secours en argent à sa nouvelle alliée, la Russie. Et elle abandonnerait en somme ses très vieux alliés, les Turcs. Eh oui, c'est la condition absolue pour signer l'alliance. Le comte Esterhazy vous conseille mal, chevalier Douglas. Le roi Louis XV ne pourra accepter une telle clause secrètissime. J'en suis certain. Peut-être avez-vous raison. Mais je dois mener à bien ma mission. Je signerai, mais en réservant la ratification du roi. Mais qu'avez-vous donc de si urgent à me dire, mon cher Douglas, que vous ayez donné ordre à votre cocher de me mener à vous en faisant glisser son traîneau aussi vite que le vent du nord? Ouh, je suis plus qu'à moitié gelé. Oh, quel affreux pays! Mon petit Déon, il vous faut me sauver. Mais de quoi? D'un duel ou d'une dette? Il est bien question de telle futilité. Je viens de recevoir une lettre de Monsieur de Rouillé en date du 16 février 1757. Et que dit cette lettre? Lisez vous-même ce que le ministre des Affaires étrangères m'écrit en réponse au traité dont M. Michel s'est fait le porteur. Voyons donc cela.
Je ne puis vous dire, monsieur, quelle a été ma surprise et ma peine en voyant la déclaration dite secrétissime que vous avez pris sur vous de signer en même temps que l'acte d'accession. Sa Majesté est extrêmement mécontente et ne peut pas se prêter à ratifier la déclaration secrète que vous avez signée sans ordre et sans pouvoir, et même contrairement à ce que vous saviez de ses intentions. Eh bien, mon cher Douglas, ne vous l'avais-je pas dit? Non. Il ne fallait pas signer. Vous allez sans doute y perdre votre poste. C'est fait, par même courrier. Le marquis de l'hôpital doit me remplacer. Mais lisez encore le dernier paragraphe de la lettre de M. de Rouillé, qui me charge d'une dernière mission avant mon retour en France. Je vous envoie donc, monsieur, la ratification seulement de l'acte d'accession. Oui. C'est à vous à réparer la faute qui a été faite dans cette affaire. Il vous faut donc obtenir que l'article secrétissime soit annulé, sans pour cela que le traité d'alliance le soit aussi. Hélas, oui. Rude tâche. Que je me sens incapable de mener à bien. Il faut vous en charger à ma place, chevalier. Le pourrais-je? J'en suis certain. L'impératrice vous apprécie fort. Peut-être parce que vous ne semblez pas la redouter, comme la plupart de ceux qui l'approchent. Ce n'est pas une mauvaise personne. Il faut savoir la prendre. Et je crois que je sais comment je l'amènerai à déchirer cette triste clause secrétissime. Cela veut-il dire que vous acceptez? Oh, quelle reconnaissance je vous en aurai, chevalier! Attendez, Douglas, la partie n'est pas gagnée. Mon cher Douglas, buvons à l'alliance de Sa Majesté Louis XV et de l'impératrice de toutes les Russies, Élisabeth. Une alliance sans clause secrétissime. Vous avez réussi, Déon? Entièrement. Comment vous êtes-vous pris pour obtenir ce magnifique résultat? Le chancelier Bestouchev ne s'y est donc pas opposé? Lui, de toutes ses forces, il tempêtait, trépignait, écumait de rage à tous mes arguments, mais j'allais hardiment debout devant le trône de la tsarine. Je démontrais à celle-ci le déshonneur qu'encourait le roi de France s'il consentait à ratifier cette clause. Bestouchev répliquait qu'en ce cas, le traité en entier était frappé de nullité. Je rétorquais en disant que l'alliance de la France et de la Russie était le vœu le plus cher du roi qui, ainsi, démontrait publiquement quelle affection, quelle estime il portait à l'impératrice. La querelle fut chaude, mais à la fin, Élisabeth rit aux éclats, me disant que je ressemblais à un petit coq français dressé sur ses ergots. La partie était gagnée. Le rire ne désarme-t-il pas? Surtout une femme qui s'ennuie comme le fait si souvent l'impératrice. La clause secrétissime a été annulée, séance tenante. Il vous revient donc en récompense de votre exploit, chevalier Déon, d'aller emporter vous-même la nouvelle à Versailles. Chevalier Déon, vous devez vous être fait du chancelier Bestouchev un ennemi mortel. En apparence, il n'en est rien, monsieur l'ambassadeur. La veille de mon départ, son Excellence m'a remis, de la part de l'impératrice, 300 ducats. Et m'a offert en surplus son estime et son amitié personnelle. Pourtant, je ne saurais trop vous recommander, lorsque vous serez arrivé à Saint-Pétersbourg, monsieur de l'hôpital, de vous méfier du chancelier. S'il incline temporairement devant la volonté de la tsarine, il n'en est pas moins resté l'ardent avocat des Anglais et du roi de Prusse. J'ai grand besoin, chevalier Déon, que vos lumières m'éclairent dans ce pays où règne si longuement la nuit et le froid. Empressez-vous de venir me rejoindre, votre mission accomplie. N'êtes-vous pas mon attaché d'ambassade? J'ai eu grand plaisir à vous croiser à cette halte de Bialystok. Je ferai au mieux et au plus vite pour servir non seulement mon ambassadeur, mon roi, mais encore le prince de Conti, dont je suis l'obligé et à qui l'impératrice me fait porteur d'une offre glorieuse.
Avec un aussi bon messager que vous, chevalier Léon, cette offre ne saurait être qu'acceptée. Bonne route jusqu'à Versailles. Bonne route jusqu'à Saint-Pétersbourg, monsieur l'ambassadeur. Oh, tu Dieu! Nous l'avons échappé belle. Oh, voilà ce que c'est que de me faire mener en train d'enfer depuis Vienne. Une grosse ornière, 2 roues dans le fossé, et voilà carrosse et compagnie en l'air. Tu Dieu, nous te mettre! Où êtes-vous, nous te mettre? Mais là! Aide-moi donc à sortir! Oui, aïe! Je crois que j'ai la jambe cassée. Oh, bougez pas, bougez pas. Je vais vous mettre sous un coussin du carrosse. La fleur. Oui. Quand auras-tu sorti le carrosse du fossé? Pourras-tu reprendre la route? Oh, dans pas longtemps, chevalier. Les timons sont pas cassés. On pourra retourner à Strasbourg, vous conduire à un chirurgien. Ah non, je n'ai pas le temps. La fleur. Oui. Attache-moi la jambe à 2 morceaux de bois. Attendez. Ensuite, tu m'installeras le plus commodément que tu pourras dans la voiture. Et nous ne nous arrêterons plus que pour changer le cheval avant Versailles. Hein? Non, je n'y pense pas. Monsieur ne peut voyager avec une jambe dans cet état. Tu voudrais qu'un autre annonce au roi la victoire des Autrichiens sur les Prussiens à Köln que j'ai apprise en traversant Vienne. Tu n'y penses pas, non? Non, fais ce que je te dis. Sinon, je conduirai moi-même le carrosse. Oui, allez. Bon, allez. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Mais plus vite. Vite. Oh, corbleu. Vous avez pu constater, chevalier Déon, que Sa Majesté est fort satisfaite des services que vous avez rendus au royaume. En effet, monsieur Tercier, non seulement le roi m'a envoyé un de ses médecins personnels pour soigner ma jambe cassée, mais encore j'ai reçu un brevet de lieutenant et une pension de 3000 livres. Ceci m'autorise à vous dire que vous risqueriez de déplaire à Sa Majesté si vous vous acquittiez du message personnel que le vice-chancelier Vorontzov vous a chargé de remettre au prince de Conti. Je ne comprends pas, Tercier. L'impératrice n'offre-t-elle pas à ce prince français le trône de Courlande et le commandement des armées russes? Ne comble-t-elle pas ainsi les vœux secrets du roi? En d'autres temps, peut-être. Mais votre voyage et votre blessure vous ont tenu hors des derniers événements. Apprenez donc que le prince de Conti, après certaines insolences envers madame de Pompadour, s'est brouillé avec cette dernière et de ce fait avec le roi. Mais ne serait-il plus le chef du secret du roi? Il ne l'est plus. Et le prince s'est retiré dans son domaine de l'Isle-Adam. Le comte de Broglie le remplacera. Laissez donc le chevalier Déon délivrer son message au prince. Mais prévenez ce dernier, monsieur Tercier, que c'est seulement lorsque j'aurai une certitude morale que l'impératrice de Russie destine bien au prince de Conti le commandement de son armée et la Courlande que je donnerai toutes les autorisations et permissions qu'on me demandera. Jusque-là, j'y répugne beaucoup, craignant de faire une fausse démarche qui nous ferait plus de mal que de bien. Mon cher Déon, je ne peux vous faire attendre plus longtemps l'accord du roi. Le marquis de l'hôpital réclame depuis plus de 2 mois la présence et l'assistance de son petit Déon. Mais que devrais-je dire de votre part, monseigneur, à Vorontzov et à l'impératrice? J'ai rédigé à leur intention une réponse en termes vagues qui réserve l'avenir. Car avec des appuis puissants, je vais tenter de fléchir une dernière fois la volonté de la marquise. Si j'obtiens satisfaction, j'enverrai un courrier vous rejoindre.
Nulle lettre ne m'attendant ici et n'étant arrivé à Saint-Pétersbourg depuis mon retour, je crains bien, monsieur de l'Hôpital, que le prince de Conti ne prenne jamais la tête des troupes russes. Ah. Et cela sera fort préjudiciable, je pense, à la cause de la coalition. Pourquoi être si pessimiste, mon petit Déon? L'armée russe est bien entrée en Lituanie. Oui, mais je soupçonne fort le général Apraxine d'être gagné aux vues du chancelier Bestouchev et à celle des Anglais, et de ce fait, de conduire fort mollement la campagne qui doit le mener en Silésie pour soutenir les efforts des armées françaises et autrichiennes. Mon petit Déon, je suis navré de reconnaître que vous aviez raison. La défaite de Rosbach que nos armées ont subie affaiblit gravement la coalition. Je n'en suis pas si certain, monsieur l'ambassadeur. Que voulez-vous dire, chevalier? Ceci. J'ai remarqué que l'impératrice était violemment émue lorsque vous lui avez fait l'annonce de ce désastre. Elle se sent coupable de l'inertie de ses armées. Je dois vous révéler que le vice-chancelier Vorontsov m'a averti qu'elle vient de donner l'ordre, en plein mois de janvier, de reprendre les opérations et d'arrêter le général Apraxine. Que m'apprenez-vous là? Cela signifie sans doute la fin prochaine de Bestouchev en tant que chancelier. Car Vorontsov m'a fait également savoir que l'impératrice acceptait de se servir du chiffre fourni par le secret du roi que j'ai rapporté de France. Dans votre exemplaire de l'Esprit des lois. Bien entendu. Donc, elle se servira de ce chiffre pour établir une correspondance directe et secrète avec le roi. Ah, mon petit Déon, vous débrouillez toutes ces affaires de Moscovie bien mieux que moi. Et je prends grand plaisir à vous voir vous y activer. Vous savez quelle affection je vous porte. La correspondance secrète s'établit donc entre les deux souverains pendant toute la fin de l'année 1758 et l'année 1759, qui virent Vorontsov succéder à Bestouchev, enfin tombé en disgrâce. Choiseul prendre aux affaires étrangères le poste de M. de Bernis et M. de Broglie devenir chef du secret du roi. Quant au marquis de l'Hôpital, il pouvait de moins en moins se passer du chevalier Déon. Mon petit Déon, Monsieur de Choiseul me prie d'obtenir la médiation de la Russie dans la guerre entre la France et l'Angleterre. Et il m'assure que Sa Majesté le désire fortement. Qu'en pensez-vous? Qu'il ne vous faut point suivre cet ordre de Monsieur de Choiseul. Mais je ne puis enfreindre les instructions de mon ministre. Mais encore moins les vœux secrets de votre roi. Hein? Monsieur Tercier m'écrit que Sa Majesté semble apparemment d'accord avec Monsieur de Choiseul, mais qu'il préfère en réalité traiter directement avec l'Angleterre. Hein? Mon petit Déon, le rôle d'un ambassadeur n'est guère aisé quand il reçoit des avis contraires. Les uns officiels de son ministre et les autres officieux de son souverain. Que doit-il faire? Mais rien que se promener, danser. En un mot, s'amuser à l'apparence de l'ambassade. Comme vous l'écrira peut-être furieux Monsieur de Choiseul. Et j'y perdrai mon ambassade car le roi ne me soutiendra pas. N'en doutez pas, Choiseul n'est pas du secret du roi. Mais vous, mon petit Déon, qui devez craindre tout autant que moi la défaveur, n'accepterez-vous pas l'offre de Vorontsov et de l'impératrice qui veulent attacher vos services à la cour de Russie? Avec toute la franchise d'un bourguignon, je vous répondrai, monsieur, que je ne quitterai jamais le service de la France. Ah. Mais je vous le dis comme je le pense. J'aime mieux ne posséder que de quoi vivre en France que d'avoir 100 000 livres de rente à manger dans la crainte et l'esclavage. Depuis que je suis à Saint-Pétersbourg, ma maxime est d'avoir toujours le dos tourné à la Sibérie. Trop heureux que je suis de l'avoir échappé jusqu'alors. Monsieur de l'Hôpital ne tarda pas à être rappelé par Choiseul qui ne comprenait pas les raisons de son inaction. Mais Déon l'avait précédé en France, sa santé étant atteinte par 4 années de Russie. Le chevalier portait dans sa serviette l'accession d'Élisabeth au traité du 30 décembre 1758 et à la convention maritime dirigée contre l'Angleterre. Mais il contracta la petite vérole et dut s'aliter. Ce fut seulement le 24 décembre 1760 que le roi le reçut à Versailles en audience particulière, afin que le chevalier lui fasse récit en détail des négociations auxquelles il avait participé et à la réussite desquelles il avait contribué. Louis XV l'en remercia
en lui accordant une pension de 2000 livres sur le trésor royal et le grade de capitaine de dragon. Il était déjà en campagne lorsqu'il reçut une lettre du marquis de l'Hôpital. Elle n'ajoute rien à l'action d'agent secret du chevalier Déon, ex-liat de Beaumont, sinon une curieuse indication sur son état physique, dont le secret suscitera plus tard bien des suppositions. Je suis délivré, mon cher Déon, des plus mortelles inquiétudes, et je suis à présent tranquille sur votre vie. J'espère que l'humeur de la petite Vérole vous aura débarrassé de toutes celles qui vous accablaient, et que la terza gamba vous fera enfin connaître le plaisir et les faiblesses de l'amour, fût-il même conjugal.